Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du renforcement positif pendant le dressage. Qu'est-ce que le renforcement positif? Il faut se poser la question. Si je vous en parle, c'est parce qu'on m'en a dit quelques mots déjà dans mes cours de neurologie quand j'étais en fac de biologie. Je vous promets, je ne mettrai rien de technique. On a commencé par nous présenter la chose avec l'histoire des cabines téléphoniques qui étaient saccagées. Vous êtes dans l'embarras, vous tombez par exemple en panne de voiture ou vous vous faites voler quelque chose et vous n'avez pas de moyen de transport. Qu'est-ce que vous allez faire pour alerter qu'il y a un problème? Vous allez vous diriger vers la cabine téléphonique la plus proche. Si cette cabine téléphonique est saccagée, vous allez vous en diriger vers une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne. Si vous en faut 20 ou 30, que vous en visitiez 20 ou 30 avant d'arriver à la bonne, qui puisse vous permettre de téléphoner pour appeler les secours, les urgences, pour dire voilà j'ai un problème et appeler à l'aide, eh bien vous allez vous dire dis donc dans ce quartier-là les cabines téléphoniques sont jamais réparées. Pourquoi elles ne sont jamais réparées? Vous allez peut-être pas y réfléchir, mais c'est parce que tout bêtement, à force d'être saccagées, c'est pas rentable pour les télécoms de les réparer, donc ils vont réparer dans les quartiers où d'abord où ça vaut le coup de les réparer parce que elles sont moins souvent saccagées et donc du coup les communications sont assez rentables pour permettre de payer sans aucun problème les réparations. Donc vous vous allez dire mais moi je vais plus dans ce quartier, c'est fini et je ne téléphonerai surtout pas dans ce quartier. Mais sauf que peut-être qu'un beau jour, vous allez de nouveau avoir un souci dans ce quartier-là et donc vous allez être obligé de chercher une cabine téléphonique pour appeler parce que vous êtes dans une problématique, peu importe laquelle. Et donc là, vous allez percevoir, au bout de 2-3, vous en trouvez tout de suite une qui marche. Et là, vous allez vous apercevoir que les statistiques ne sont pas les mêmes par rapport à votre précédente expérience. Donc, il va y avoir une réévaluation de la situation et peut-être vous dire je peux venir dans ce quartier parce que je sais que je peux téléphoner, les cabines téléphoniques finalement sont réparées. En écologie, sur les pièges qui sont posés pour attraper les poissons pour faire du marquage, pour déterminer, notamment dans les zones de surpêche, s'ils sont surpêchés ou pas, pour établir les populations, on se rend compte que plus le temps avance, plus le poisson est pêché facilement, parce que ce sont des poissons qui ont faim dans la nature, et donc qui s'attrapent de plus en plus facilement si on essaye de faire des entailles dans leur nageoire caudale pour faire une étude des populations. Et donc, la différence avec nos animaux familiers, c'est qu'eux, on n'est pas censé les faire mourir de faim. On recommence, tu veux une caresse? Est-ce que tu veux bien une caresse? Nos animaux familiers ne sont pas censés mourir de faim, donc c'est moins visible, mais on se rend compte qu'effectivement le renforcement positif marche, même lors de réactions un peu traumatisantes du moment qu'il y a de la nourriture pour la survie à la clé. Eh bien, l'animal, c'est pareil. En fonction de son acte, s'il a une réponse négative ou positive, eh bien, il va continuer ou pas avoir un certain comportement. Donc, du coup, le renforcement positif en dressage, c'est favoriser la réponse positive dont il a besoin à un comportement adéquat. En chuchotement pas de parélie, eh bien, on crée de la gêne au niveau de
de l'animal, on le met dans une situation inconfortable, stressante, jusqu'à ce qu'il fasse un pas dans la bonne direction. À ce moment-là, on arrête. Et ça s'appelle du renforcement positif. Donc il n'y a pas de sanction en fait, il y a juste un peu d'inconfort, de stress en agitant une baguette, mais avec lequel on ne le frappe pas. Alors que dans l'équitation classique, on lui demande une chose et s'il fait mal, c'est le coup de cravache. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même façon de raisonner. Bon, ce n'est pas si à l'opposé que ça, en fait, à force de pratique, vous vous rendez compte qu'il y a quand même petit à petit des demandes, plus on avance, plus on fait des demandes qui doivent générer une réponse positive, même si c'est pas sanctionné par un coup de cravache, c'est sanctionné par de nouveau de l'inconfort. Et donc, plus on avance, plus on se rapproche de l'équitation classique finalement, même si ça permet de résoudre pas mal de problèmes et qu'à la base, au début, on prend beaucoup de temps pour gérer les choses, quitte à effectivement s'asseoir. On s'assoit dans le champ, on prend un bouquin et puis on montre au cheval qu'on vient le voir, aussi pour l'observer, même si dans la réalité on lit un livre qu'on a à lire, et pas seulement pour le faire travailler. Et bien l'oiseau c'est pareil, vous allez vous approcher le plus souvent possible de la cage de l'oiseau, le parler s'il n'accepte pas les caresses et le caresser, lui gratouiller la nuque si suite au dressage qu'explique très bien Valérie Ribeiro, vous arrivez en liberté ou dans la cage à le gratouiller et à le caresser. C'est très bien ce qu'elle fait. Valérie Ribeiro, c'est une chaîne de dressage sur YouTube que je vous recommande. Dressage pour oiseaux. Bon, elle fait aussi des vidéos pour les chats. Je sais pas, n'ayant jamais eu de chat à dresser, je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est certainement très bien. Et à chaque fois, il faut dire, voilà, qu'est-ce qui est positif pour l'animal, qu'est-ce qui est négatif pour l'animal. S'il fait mal, il y a du négatif. Pas forcément une punition. De toute façon, avec les oiseaux, les coups, ça marche pas. Avec les chevaux, ça peut marcher, le coup de cravache, mais à condition qu'il soit fait correctement, sans excès et au bon moment. Si vous donnez un coup de cravache au mauvais moment, de toute façon, vous perdez tout l'intérêt de la chose, parce qu'il va se dire, même quand je fais bien, on tape dessus, alors autant faire mal, quoi. Les hommes se disent ça, donc les animaux se disent ça aussi. Et en ce moment, oui, comme je suis parfois obligée d'attraper Bérène gentiment pendant que je lui fais une caresse, des fois, comme monsieur est très têtu, eh bien, il assimile le fait d'être caressé à être attrapé et il dit oh non, on va m'attraper de nouveau, donc j'accepte moins la caresse. Donc j'essaye de jouer sur des statistiques. Et vous allez retrouver ce phénomène sur les poissons lors de comptages écologiques. Les écologues, quand ils font leur comptage de poissons, ils attrapent un poisson avec des pièges, ou attirés par de la nourriture, et après ils remontent le piège, ils font une entaille, ils relibèrent le poisson, et en fonction des entailles, du nombre d'entailles, et puis de la forme de l'entaille qui va varier en fonction du lieu où on l'a trouvé, par exemple, ou de l'équipe qui a fait, on va avoir des statistiques fiables. Sauf qu'ils se sont rendus compte que le poisson dans la nature, il n'a pas souvent à becquer, donc des fois, comme l'expérience lui montre qu'on ne va pas lui faire de mal, finalement, même si c'est un peu stressant, il préfère se laisser attraper pour bouffer que rester seul dans la rivière. Et donc, la statistique montre qu'il se laisse de plus en plus facilement attraper dans ces pièges. Donc, c'est pareil avec vos animaux, même si il n'y a pas à la fin qui le tenaille. Normalement, on ne doit pas utiliser ça. Quand on a des animaux de compagnie, c'est pas pour leur créer du stress qui serait naturel
dans la vie sauvage, mais qui ne l'est plus du tout, qui devient vraiment de la tyrannie si on les oppresse en les faisant crever de faim. Donc je reviens à Beren. Beren, je le caresse le plus souvent possible sans l'attraper et j'essaye de pas trop l'attraper quand je le caresse. J'essaye quand je vois qu'il a vraiment envie de rentrer, qu'il tournicote autour de la cage et qui regarde à l'intérieur. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est là que je me dis, bon, ben, je vais ouvrir la cage et puis dans les 5 minutes qui viennent, quand c'est pas la minute ou les 30 secondes, il va rentrer dans la cage. Donc là, je vous ai fait plusieurs séquences où je vous montre ça. Avec Beren, je travaille pour revenir à Beren, c'est un oiseau très têtu qui fait que ce qu'il a envie quand il en a envie. Hein, je l'ai retrouvé dans les éléments chinois, même si je n'ai pas toutes les données pour Luciane et Beren, mais j'ai leurs chiffres adultes, donc de comportement qui influencent le comportement adulte, et je m'aperçois qu'effectivement, oui, Beren est très adaptable, il adapte parfois son rythme de vie, se lever ou manger en fonction de ce que nous on faisait quand il était seul, mais aussi maintenant c'est un peu plus modifié parce qu'il s'adapte au comportement de Lucienne, alors que Lucienne, non, elle mange quand elle a faim, elle dort quand elle a envie de dormir, il n'y a pas cette adaptabilité au milieu extérieur. Par contre, elle adore communiquer, elle répond énormément et elle est partante dans la joie pour tout, quoi. C'est vraiment la joie intérieure qui la nourrit. Alors que dans un autre élément, il y aurait d'autres animaux qui seraient un peu plus dans le respect, où le toucher serait difficile, mais en même temps, il y aurait moins de risque de se faire attaquer en pinçant, parce que on serait dans un animal qui serait plus dans le respect. Ça veut dire aussi le respect des obstacles, comme c'est le cas avec Japlou. Là, on dit partout, oui, il avait un sacré caractère. Ben, c'est pas tout à fait ça. Quand on regarde la psychologie chinoise, c'est surtout qu'il avait un énorme respect de l'obstacle. D'ailleurs, ça se retrouve dans tout ce que les cavaliers disent sur lui. Il faisait un effort pour pas toucher les barres. Il était très respectueux des barres. Et en fait, sa principale défense, d'après ce que j'ai compris, il y en a peut-être d'autres, mais d'après ce que j'ai compris, c'était de faire le refus. Donc, il était dans le respect de l'obstacle, comme le sont les chevaux, mais peut-être un peu plus prononcé. Et c'était sa façon de dire non, aujourd'hui on m'en a trop demandé, j'en ai marre. Le métal réagit comme ça. Donc vous voyez, même si vous connaissez bien un animal, la psychologie chinoise et le renforcement positif peut énormément vous aider. Et donc, pour monsieur qui est têtu comme une mule, eh bien, un dressage correct ne suffit pas. Il faut faire ce que les chasseurs qui vont en dressage, avec leur chien d'arrêt, appellent le compagnonnage. C'est-à-dire qu'ils montrent un chien un peu trop têtu plus que la moyenne. De toute façon, tous les chiens de chasse le sont, sinon ils ne courraient pas après le gibier. Que ce soit le chien d'arrêt qui recherche et qui marque l'arrêt et qui bloque l'animal dans sa cachette par l'arrêt en lui montrant qu'il est prêt à sauter, mais en montrant surtout au chasseur qu'il va tirer où il est. Hein, c'est ça la technique du chien d'arrêt. Mais aussi le chien courant qui va courir, qui va avoir la volonté, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles rencontrés, de courir après le gibier. Donc ce sont des animaux très têtus, c'est pas facile en dressage. Bon, eh bien une des solutions que les gens qui dressent des chiens d'arrêt, il y a des centres
où vous n'êtes accepté que si vous possédez une espèce chien d'arrêt, parce que oui, il y a des espèces qui sont sélectionnées pour des choses et d'autres. Vous n'imaginez pas qu'un Golden Retriever dressé pour du dressage, bien souvent pour les aveugles ou d'autres handicapés, vous n'allez pas le mettre à essayer de le dresser, à marquer l'arrêt devant des cailles dans un centre de dressage de chiens d'arrêt. C'est pas possible. Hein. Comme un cheval arabe n'a rien à voir, rien à faire sur des concours internationaux, de concours complets. C'est pas là où ils sont le plus adaptés. Ils sont plus adaptés à l'endurance. Donc il y a des sélections sur du physique, il y a des sélections sur du caractère. Donc si vous avez des problèmes, peut-être que vous avez quand même respecté la race dans la sélection dont elle a été faite. Bon, sur les perruches, il n'y a pas trop de sélection, hein. C'est des animaux pris dans la nature. Pour le moment, on n'a pas essayé de les... À part pour générer des mutations spectaculaires, on ne fait pas de croisement particulier pour telle ou telle aptitude, parce que ce ne sont pas des animaux... soit de sport comme le cheval, soit comme le chien, qui peut à la fois de sport et d'intelligence au niveau de la chasse ou au niveau du dressage pour les handicapés. Donc, il y a peu de chances que vous ayez des problèmes de choix de dressage, sauf que il faut s'adapter au caractère particulier de chaque individu. Beren, souvent je rentre la cage pour lui donner envie, d'avoir envie plus de venir dans la cage avec le tien. Et du coup, des fois, quand je ramène la cage, soit il vole tout de suite dessus, soit il est posé là où je vais poser la cage et il monte dessus quand j'approche la cage, il monte sur la cage. Donc c'est des choses que je laisse faire naturellement, que j'encourage. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais c'est ce type de comportement qui arrive par la nécessité de l'oiseau, de ce qu'il veut, qui, quand on l'encourage, peut aboutir à un autre dressage qui peut se transformer en tour pour épater vos copains. Donc, respectez votre animal et ses volontés et son caractère, même si vous devez, comme le dit souvent Valérie Ribeiro, et on retrouve ça avec les chevaux, lui imposer du respect. Il ne doit pas vous dominer, il ne doit pas faire tout et n'importe quoi, il doit respecter les règles que vous lui imposez.
chercher dans la cage. Viens le chercher. Merde, je l'ai perdu. Ah, il était presque décidé à rentrer. Merci de m'avoir écouté.